Et bonjour à tous, donc aujourd'hui la voiture électrique. On va parler un peu environnement, j'ai pas non plus approfondi énormément le sujet pour éviter de vous ennuyer. On aura donc, les grandes lignes là-dessus et sans plus tarder, le sommaire. Donc qu'est-ce qu'on va voir? D'abord, je vais vous la définir parce que mine de rien, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Ensuite, vous expliquer d'où c'est venu, pourquoi je suis là en fait. Vous faire un peu d'historique, parce qu'en fait l'historique est quand même assez intéressant mine de rien si on prend un peu de recul. Après vous aurez de la technique, parce qu'à la base, bah, je suis ingénieur en fait, notamment en énergie, mais surtout en informatique, hein, sinon je serais pas chez Extia et ma foi, bah, il me fallait quelque chose à grignoter, hein, donc je vous en fais profiter également. Ensuite, ça va être toute la partie rétex, hein, avec le quotidien, comment ça marche, plutôt adapté à mon cas, mais j'ai essayé de généraliser un petit peu. Il y aura un petit tableau Excel également, que je me suis un peu fait plaisir sur la question, donc vous verrez, il y aura un peu tout de manière transparente. Qu'est-ce qui est la voiture idéale du futur, potentiellement électrique du coup, avec donc le bilan écologique, économique, social et enfin une petite conclusion. Donc la voiture électrique, donc c'est ce que vous avez à droite. Donc pour vous expliquer, on parle en kilowattheures, d'accord? C'est la capacité de la batterie, elle varie, hein, donc les plus petites, on va dire que c'est aux alentours des 40 pour les véhicules 100 électriques et vous avez régulièrement des batteries qui vont jusqu'à 100-108 kilowattheures, voilà pour les plus grosses. La recharge se fait à la fois en courant continu ou alternatif, donc alternatif pour AC et continu en DC, donc c'est des termes anglais. Je me suis permis de vous rappeler ici une notion, enfin vous introduire une notion qui s'appelle le préconditionnement. Donc ça, il faut savoir que c'est pas toutes les voitures qui en sont équipées. Par contre, si vous voulez faire de la route et recharger du coup rapidement, c'est quelque chose dont vous aurez besoin. On le verra plus tard. L'un des plus gros intérêts et a priori c'est également le cas en hybride, c'est le freinage régénératif. Donc quand vous allez lâcher la pédale ou on va dire, relever votre pied de la pédale d'accélération, vous allez recharger votre batterie. Voilà, pour notamment que l'autonomie soit pas la seule, variable qui vous permette d'aller un peu plus loin. C'est de l'optimisation tout simplement. Vous avez, on va dire, un système qui est assez commun, d'accord, avec les véhicules thermiques, donc une batterie 12 volts, qui monte, suivant les modèles, hein, donc on parle plutôt de batterie 12 volts, dans l'automobile pour le moment. Alors, heu, la batterie 12 volts n'a pas le même intérêt que dans les véhicules thermiques. Vous avez probablement déjà utilisé des câbles pour, remonter la batterie de quelqu'un dont la voiture était tombée en panne de batterie. En électrique, ça n'existe pas. La capacité de la batterie et ses propriétés, on va dire techniques, ne le permettent pas. Donc, n'essayez pas ça chez vous, si je puis dire. Et ensuite, je tenais à parler des options également qui sont un élément un peu plus décisif dans l'électrique, notamment la pompe à chaleur, qui va vous permettre, d'amoindrir, on va dire, la consommation de la climatisation et les sièges chauffants qui vont vous permettre de moins utiliser, du coup, la climatisation. Il y a aussi un nouveau système par DS, mais bon ça, je suis pas là pour faire le dialogue commercial, donc ça m'intéresse pas. Donc il faut prendre en compte là je commence à vous parler d'options, je commence à vous parler de recharge et de capacité de batterie. Et bah, les 3 sont assez importants, notamment parce que vous allez le voir, mais les options en fait, ils vont en mettre, un paquet. Et plus il y en a, mieux c'est pour les constructeurs, naturellement. Et donc, suivant la façon dont vous allez recharger votre véhicule en fait, vous allez pouvoir utiliser ou non, notamment, la partie qui est en numéro ici 7, qui est le DC-DC converteur, qui est tout simplement, un convertisseur d'énergie, hein, qui vous permet de recharger en courant continu donc, la batterie, mais ça je vais vous en reparler après. Donc le schéma était surtout à titre indicatif, je me suis permis de tout vous traduire également. Donc la communauté, pourquoi moi, qu'est-ce que je fais là? Alors moi je suis passionné d'automobile depuis à peu près le début de de ma vie pro, en fait, tout simplement. Ma première expérience s'est fait dans un constructeur, de pièces pour l'automobile en diesel. Voilà, Delphi pour ceux qui connaissent, qui ont peut-être déjà dû changer 1 ou 2 injecteurs sur leur Polo, par exemple. Changer les 4 d'un coup, vous verrez, ce sera mieux. Expérience pro dans ce domaine, mais aussi une passion donc qui est née, grâce à la passion d'autres personnes, tout simplement. Et donc moi, là, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai un véhicule électrique. Je vous laisse deviner la marque en fonction de l'image que j'ai générée sur Grok, du coup, à droite. Hem, faut savoir que j'ai pour avoir en fait, pour choisir le véhicule, j'ai dû en essayer pas mal. Je suis régulièrement, amené à en essayer, donc voilà. Bon, la 6, c'est pas non plus la folie,
mais j'ai un peu de recul sur la techno et ce qui existe ou pas ailleurs, et cetera. J'ai également pas mal d'Extiens qui sont venus me voir. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je suis de l'agence CVL, donc j'oscille entre Orléans et Tours suivant là où sont les soirées globalement et on m'a demandé de faire cette comète et puis bon, bah, je sais pas s'il y a Mathilde ou Léa ici, mais elles m'ont demandé donc j'ai fait: «OK, d'accord, je viens». Donc l'historique que je vous avais promis, et on remonte en 1881 avec le tricycle de Gustave Trouvé. Ah, c'est un peu vieux, hein, mais il faut savoir que c'était déjà les prémices de la voiture électrique puisqu'il y avait des packs de batteries à plomb. Donc ce que vous avez dans les batteries 12 volts, hein, basiquement. À l'époque, on n'avait pas mieux. Donc on faisait qu'avec ça et donc les autonomies étaient extrêmement limitées. Quelques kilomètres, dizaines de kilomètres maximum, hein, vraiment les 100 kilomètres, on les faisait pas, hein, vraiment pas. Vous aviez également, en 1899, la Jamais Contente. Voilà, je suis assez fan, hein, j'aime beaucoup le design. Sachez que c'est la première voiture à avoir dépassé les 100 km/h et qui était donc électrique également. Le début de l'automobile, en fait, s'est fait en électrique, notamment pour des raisons de simplicité technique. L'électrique, c'est simple. Une batterie, un moteur, 2-3 bricoles supplémentaires et paf, une voiture électrique. Le concept est d'ailleurs, à ce moment-là, à peu près, a été vite fait enterré, notamment par l'arrivée du thermique, qui se bah, notamment pour l'intérêt du réservoir, tout simplement. La batterie, on n'a pas réussi à bosser dessus assez rapidement, donc on avait juste un gros réservoir de diesel, ou d'essence suivant les cas et suivant les pays également, hein. Ça dépendait aussi des ressources qu'ils avaient et donc c'est redevenu un peu à la mode, on va dire, en 2010 avec l'arrivée de la Nissan Leaf et un tout petit peu plus tard de la Renault Zoé. Voilà, pour parler d'une voiture française, parce que malheureusement, il n'y en aura pas beaucoup, même si les 2 premières sont françaises. Et ça vaut le coup de le noter. Donc la Nissan Leaf, hein, qui à l'époque était pas forcément formidable pour les standards d'aujourd'hui, mais il faut le reconnaître, qui était quand même une sacrée grosse avancée. Et sachez que les premières voitures électriques d'ailleurs avaient leur pack batterie en location. Vous louiez la batterie, vous ne l'achetiez pas avec le véhicule, donc vous payez tous les mois et on vous le remplaçait en cas de problème. Et donc, comment ne pas parler de ce qui a popularisé la voiture électrique, en fait, l'arrivée de la Tesla Model S, donc 2012 aux États-Unis, 2000, oui, si 2014, je crois, en France. Si, c'est ça, parfait. Navré, le temps que ça me revienne. Donc, bon, bah, la Tesla Model S, en fait, c'est la première routière, d'accord, en électrique qui pouvait dépasser les quelques centaines de kilomètres réels. Bon, bah, voilà, c'est Tesla qui a popularisé le truc. Maintenant, depuis, on a quand même de quoi faire en dehors de chez eux, fort heureusement. Donc les batteries, pour rappel, voilà, je vais aller assez vite là-dessus, mais vous avez quelques exemples ici pour voir à quoi ressemble une cellule de batterie. Bah, ces cellules, vous allez les agréger, que ce soit en série ou en parallèle, si vous vous souvenez de vos petits cours de collège, et donc vous additionnez soit les courants, soit les tensions. Voilà, basiquement, hein. Et donc, bah, plusieurs de ces cellules, beaucoup de ces cellules même en fait, bah, ça forme un pack batterie, tout simplement. Alors, faut les compter en milliers, hein, la Tesla Model S que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est un peu plus de 7 000 par exemple de ces petites cellules-là. Voilà, pour vous donner un peu une idée. Et donc en fait, toutes ces petites cellules, vous allez venir les commander, on va dire, par un circuit électronique qu'on appelle le BMS, qui vous permet de gérer l'équilibrage des cellules, dans votre pack batterie. L'idée est très simple, vous ne voulez pas, pomper toute l'énergie d'une cellule et laisser toutes les autres tranquilles. Ce que vous voulez, c'est qu'elles descendent en même temps, en fait. Pourquoi? Parce qu'une batterie a des cycles d'utilisation, un peu comme votre téléphone, hein, que j'ai juste là, hein, ça marche un peu sur le même principe. On vous dit: «Voilà, votre téléphone, vous pouvez le recharger complètement, 2000, 3000, 4000, 4000 fois», c'est à peu près l'ordre de grandeur. Heu et après, bah, la batterie va être très fatiguée. Donc on essaie de ménager justement cette fatigue, suivant bien entendu les technologies de batterie, on va en parler un petit peu plus tard. Voilà et donc le BMS se base sur quoi? Il se base sur la tension. Voilà, pour les plus techniques d'entre vous, si vous regardez en fait la tension d'une batterie, vous obtenez via une règle, et la connaissance de la chimie de la batterie, à peu près, on va dire, le pourcentage qu'il vous reste, tout simplement. Voilà, 2-3 calculs mathématiques supplémentaires et on est bon. Les batteries justement, donc il y a plusieurs technologies donc notamment plusieurs chimies de batteries, hein, donc les 2 plus populaires, c'est le LFP et le NMC. Il y en a d'autres, hein, je vous rassure, on est en train de travailler sur beaucoup de choses. Je vous invite à regarder les travaux assez récents du CEA notamment pour avoir un petit avant-goût du futur. Hem, Ce qu'il faut voir avec ça, c'est quoi? C'est que selon la technologie de la batterie, typiquement, vous allez potentiellement orienter un véhicule suivant son usage.
En fait, il y a une réalité dans le véhicule électrique qui l'était déjà en thermique, mais qui était moins perceptible, c'est qu'une citadine en électrique, c'est vraiment une citadine. Une routière, c'est vraiment une routière en électrique ou en thermique. Et en fait, là où des gens, par exemple, prennent une grosse berline et ne font que de la ville avec, c'est pas optimisé, mais ça marche. Alors qu'une électrique, si vous prenez le schéma inverse, si vous prenez une citadine et que vous voulez faire de la route avec, vous savez, avec le fameux préconditionnement de la batterie dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour préchauffer la batterie avant la recharge, puisqu'une batterie chaude accepte plus le courant. Et bah ça, si vous l'avez pas, bah vous allez recharger pendant 1 heure et quart, 2 heures, suivant le modèle de votre véhicule. Donc mécaniquement, si vous voulez faire de la route avec une électrique, bah prenez une voiture qui vous garantit d'avoir un système de préconditionnement. Voilà, pour la petite notion, donc au final, vous allez pouvoir diviser en fait selon vos besoins, si vous faites plus ou moins tant de kilomètres par jour. L'intérêt de l'électrique, c'est vraiment au quotidien. Et donc, je vous parlais des 2 technologies de batterie, donc je vais vous en parler vite fait ici. Donc LFP, pourquoi? Pour lithium fer phosphate. Je vois qu'il y a ouh là, il y a beaucoup de chat là. D'accord, bon, bah, bonjour tout le monde. Ça doit être ça. Hop. Navré, je regardais pas trop le chat, donc Nathalie, hésite pas à m'interrompre si vraiment il y a des trucs. Et donc LFP, lithium fer phosphate. Typiquement, moi je sais que chez Tesla, par exemple, ils me demandent de la recharger 1 fois toutes les semaines. C'est une recommandation constructeur, si vous voulez, à 100. Puisque la LFP, bon bah voilà, dans son mode de fonctionnement, je vais pas vous détailler tout parce que là, dans 1 heure, on n'a pas fini et Nathalie va me taper sur les doigts après. Mais basiquement, je le fais 1 fois toutes les semaines pour notamment garantir que le BMS a toujours une bonne vision de ce que la batterie a comme énergie d'emmagasiné. Ce qui est bien, c'est que c'est moins coûteux, donc la plupart du temps, les véhicules sont moins chers aussi. Et elle est plus durable, elle accepte plus de cycles puisqu'il faut la recharger à fond plus souvent. Par contre, la NMC, nickel, manganèse, cobalt, elle est un peu différente. Au quotidien, vous allez vouloir la recharger que jusqu'à 80 maximum. Donc peut-être un peu plus si vos besoins exigent un peu plus, mais ça va plus l'abîmer en fait. C'est les cycles, entre guillemets «de 0 à 100» qui vont l'abîmer, plus que des cycles tout courts. Et donc vous allez chercher à la recharger vraiment tous les jours en fait, par exemple, si vous pouvez recharger chez vous. C'est une bonne option et en général, il faut savoir, c'est que pour un pack batterie de même taille, vous allez avoir plus d'énergie d'emmagasiné. La densité sera plus élevée et accessoirement par temps froid, elle est un peu plus, on va dire elle fonctionne un peu mieux par temps froid comparé à la LFP. Voilà. Il y a des petits changements dus à ça, mais à l'utilisation, ça se voit quasiment pas. La recharge justement, ah bah là, ça va être intéressant. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je trouve ça assez marrant. Vous avez donc votre voiture, OK, qui se branche donc, sur un type 2, d'accord, et une prise domestique. Donc ça, c'est le câble, qu'on est censé vous livrer ou qui est potentiellement en option chez certains constructeurs, hem, qui est donc un câble, en fait, qui vous sert à vous recharger sur une prise de 130 volts dans votre garage, basiquement, hein, pour schématiser. Donc ça, l'avantage, ça coûte vraiment pas cher. Donc si vous vous demandez, j'espère que certains auront la référence, n'hésitez pas à le dire dans le chat, mais c'est les SimFlouz. Voilà, j'ai bien aimé SimCity quand j'étais gamin. Et donc c'est plutôt une recharge lente par contre, donc ça prendra vraiment du temps. C'est plutôt à considérer comme de l'appoint, on va dire. Ensuite, vous avez la recharge plus rapide, mais toujours en courant alternatif par contre. Donc soit chez vous, d'accord? Donc ça va être une borne qui va être installée par quelqu'un d'agréé, ou par vous-même si vous êtes un peu bricoleur et bah, vous allez recharger votre véhicule quand même plus rapidement. On va revenir à ça plus tard, d'accord? Je vous donne pas les valeurs tout de suite, mais on va y revenir plus tard. C'est également les bornes que vous allez trouver, par exemple, sur les parkings de alors votre employeur, votre client, suivant les cas, dans lesquels vous vous situez. Les bornes publiques également. Voilà, sur certains, par exemple, parkings de la mairie, choses comme ça, vous retrouvez régulièrement ce genre de bornes. Donc ça, c'est pas mal, ça peut coûter un poil plus cher, suivant si vous êtes chez vous. Bon, bah, chez vous, pourquoi j'ai mis que c'était plus coûteux qu'avec la simple prise de 230 volts? Tout simplement parce que vous allez payer l'installation de la borne, mais ça, on va y revenir. Et enfin, bah, à l'extérieur forcément, vu que c'est pas vous qui avez installé la borne, on va vous faire payer un peu plus cher la recharge, tout simplement. Et donc la supercharge, alors peut-être un abus de langage de ma part, vu que je suis dans l'univers Tesla comme vous l'avez compris, et donc chez nous on va au superchargeur. Maintenant le concept a été relativement repris, notamment par d'autres fournisseurs de courant, tout simplement à des bornes, en courant continu.
C'est les plus chers, surtout sur autoroute, mais c'est ce qui vous recharge vraiment très rapidement et quand vous partez en vacances, bah, vous allez passer par là, en fait, basiquement. On a parlé batterie, c'est bien, on a parlé emmagasiner l'énergie, c'est très bien. Maintenant, il faut la dépenser, cette énergie, et majoritairement avec le moteur. Donc 2 technologies. La première qu'on va appeler le moteur synchrone, donc entre le rotor et le stator, il y a le même nombre de rotations, d'accord? Donc c'est très bien parce que, lorsque vous allez être à faible vitesse de rotation, notamment en ville, par exemple, l'intérêt, c'est que vous allez dépenser peu d'énergie pour un déplacement efficace, en fait. C'est de l'efficacité pure énergétique ici. Par contre, mauvaise nouvelle, ça va utiliser des terres rares et ça, on n'est pas très fan. Pour 2 raisons, bah, de 1, c'est pas très bon pour la planète d'utiliser des terres rares, donc ça déjà, écologie oblige, hein. Par contre, deuxièmement, et c'est là où ça devient un peu plus embêtant, c'est que la géopolitique qui est derrière peut être assez vite assez complexe. Maintenant, les moteurs asynchrones, qui sont notamment à induction, eux, ils vont être un peu plus efficaces à haute vitesse de rotation et ils n'ont pas de terres rares, donc ça, c'est plutôt cool. Ça veut pas dire qu'ils sont nécessairement avantagés, ça veut juste dire que globalement, bah, si vous voulez faire de l'autoroute, sachez que dans un véhicule électrique, on mettra plutôt un moteur asynchrone. Si vous voulez, de l'efficacité sur autoroute, comparé à une petite citadine comme la Zoé, voilà, qui aura plutôt tendance à avoir un moteur synchrone. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parallèle à y voir avec les moteurs thermiques? Bah, au final, je pense à titre personnel que oui. Vous pouvez donner votre avis dans le chat naturellement. La réalité est la suivante, c'est qu'en fait, bon, typiquement avant la Tesla, j'avais une 208, qui est une citadine. Elle consommait beaucoup sur autoroute. Pourquoi? Parce que c'est une citadine, hein, donc le 1 litre de PureTech dont elle était équipée, buvait un peu moins en ville, mais par contre buvait carrément sur autoroute, vu qu'il était optimisé tout simplement pour tourner à des vitesses assez faibles. Par contre, vous prenez une bonne berline, genre, BMW série 5 pour n'en citer qu'une, bon bah là, vous allez consommer plus en ville, par contre, sur autoroute, vous allez être, extrêmement efficient, surtout en diesel. Voilà, donc faut y voir des petits parallèles comme ça à droite à gauche. Sachez que le véhicule électrique paraît extrêmement différent et je vous le présente un peu comme tel, donc c'est aussi un peu de ma faute. Maintenant, il y a quand même beaucoup de parallèles à faire. Et en fait, ce qui est très différent, c'est surtout très technique et donc c'est le problème des constructeurs et pas nécessairement le vôtre. C'est juste que j'aime bien grignoter, quoi. Donc, le quotidien et en dehors, comment ça se passe au final? Eh ben, c'est assez simple. Au quotidien, c'est le trajet globalement, maison-travail qu'on appelle, typiquement les trajets pendulaires. Vous allez aller peut-être faire vos courses, aller chercher une baguette de pain, bon, quelques dizaines de kilomètres par jour pour chacun, suivant, vos besoins, hein. Ça peut être 6 comme ça peut être 100. Voilà, ça dépend si vous habitez loin ou pas. On pense aux consultants Exia notamment qui parfois font, 120 kilomètres pour aller travailler. Bon, bah, voilà, les gars, voiture électrique, c'est pas mal. Heu, la recharge, bon, bah, ça dépend. Ça dépend où vous rechargez. À titre personnel, j'habite en immeuble, donc je n'ai pas de recharge à domicile. Donc là, typiquement, je vais sur les bornes de mes clients, actuellement Malakoff Humanis, qui me font, la recharge à 30 centimes, ce qui est un peu élevé, hein, comparé à d'autres clients chez qui j'ai pu aller avec ma voiture où c'était plutôt 24 centimes. Voilà, pour vous donner des ordres de grandeur. À domicile, ça dépendra de votre contrat électricité. Il y a beaucoup de choses à voir, notamment tout ce qui est offre tempo et compagnie. Heu, nickel Laurent. Hem, il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses à voir, hein, donc tout ce qui est heure pleine, heure creuse et cetera, qui sont, des offres entre guillemets «un peu vieillissantes» vu le fonctionnement du parc actuel, mais fondamentalement, profitez-en parce qu'en fait, on est en France et la chance qu'on a en France, qu'on soit pour ou contre, c'est qu'on a des centrales nucléaires à plus de 80-85 de notre parc. Donc ça veut dire théoriquement une électricité pas chère. Voilà. Bon, plus en plus chère certes, mais pas chère quand même comparé à nos collègues allemands, par exemple. Voilà. Sachez également qu'au quotidien, je perds 20 globalement, d'autonomie entre l'été et l'hiver. Pourquoi? Je vous l'ai dit, je suis en LFP, donc en NMC, ce sera plutôt de l'ordre de 10 typiquement. Pardon, je commence à perdre un peu ma voix, décidément. N'hésitez pas à me dire si vous comprenez plus rien. Donc fondamentalement, moi, c'est 20. Pourquoi? Parce que je suis en LFP, donc moins bonne tenue, de l'énergie à faible température, voire température négative. C'est de la consommation qui est majoritairement liée au déplacement.
Par contre, comme je vous disais tout à l'heure, les options sont reines dans les voitures électriques, notamment pour justifier le coût, mais ça, on va en reparler. Donc, obligatoirement, siège chauffant. Voilà, climatisation, volant chauffant, on met tout. Et comme ça, on est bien. Et accessoirement, on préchauffe la voiture avant de rentrer dedans, ce qui consomme beaucoup d'énergie au final pour un confort sur un trajet de 15 minutes. Hein. Mais puisqu'on le peut, pourquoi pas. Et donc, d'autres impacts à ne pas négliger. Alors, sachez que c'est des impacts, ça, qui existent aussi sur les thermiques, mais qui sont moins visibles. Heu, Si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler, mais dans les questions, parce que là, pour le coup, j'ai un timing à respecter. Donc tout ce qui est pluie, vent, conditions de circulation également. Alors le seul avantage que vous avez en électrique, par contre, c'est que tous les feux rouges, tous les stops qui, vous bouffent énormément d'énergie au final en thermique, et bah, pour nous, ça nous recharge en électrique. Donc au final, bon, ça m'embête toujours autant que vous de m'arrêter, hein, mais au moins je me dis que ma batterie se recharge légèrement. On peut grappiller jusqu'à 1 sur une sortie d'autoroute, on va dire 130 et quelques, jusqu'aux 50, vous savez, pour atteindre, du coup, le péage. Voilà, pour vous donner une idée, ça peut taper sur du 1 soit, quelques kilowattheures quand même. Donc c'est plutôt intéressant, suivant les modèles de voitures et cetera, vous l'avez compris. En dehors, alors qu'est-ce qu'on fait en dehors des trajets pendulaires? C'est notamment partir en week-end, partir en vacances. Bon, l'avantage, c'est que déjà, ça coûte pas cher comparé à du thermique, hein. On est sur du 40 centimes au kilowattheure. Alors, je me recharge chez Tesla uniquement. J'ai l'équivalent de leur abonnement pour info. Donc, j'ai le tarif préférentiel tout simplement, heu, qui me sont offerts avec la voiture. Donc là, je vous ai mis 40. En réalité, je suis encore parti à Fontainebleau là aujourd'hui. J'ai payé 31 centimes, ma recharge, le kilowattheure. Voilà. Par contre, les superchargeurs tiers, donc sur d'autres fournisseurs, vous avez peut-être entendu parler de Ionity par exemple, ou je sais pas moi, Total Energy, bon bah eux, ils vont être plus chers et surtout sur autoroute. Voilà, Ionity est exclusivement d'ailleurs sur autoroute. Ça peut taper jusqu'à, admettons, 80 centimes le kilowattheure. Et là, du coup, par contre, vous le payez aussi cher que le plein pratiquement. C'est voilà, on va dire que l'économie d'énergie se fait majoritairement sur les trajets quotidiens. Quand vous partez en vacances, ça va être à peu près la même chose. Heu, Après, vous avez des hôtels aussi qui vous proposent la charge gratuite par moment. Parfois, ils vont vous demander de la payer, mais très peu. Parfois, enfin voilà, il y a des arrangements à trouver. Tout dépend de plein de choses, comme toujours, avec la consommation qui varie encore en été comme en hiver, surtout si vous commencez à allumer, toutes vos options, diverses et variées, n'est-ce pas? Après, heu, je vois les petits smileys sur la droite, c'est marrant. C'est ma première, hein, pour info, c'est pour ça que ce genre de truc me fait marrer. Et donc, vous avez 2 situations qui peuvent vous demander plus ou moins de préparation. Donc, faut savoir que la plupart des véhicules aujourd'hui ont un planificateur d'itinéraire, en tout cas, les véhicules qui sont destinés à faire de la route. C'est quoi? C'est tout simplement vous entrez une destination, un peu façon Google Maps, et en fait, ça va vous calculer l'énergie que vous allez consommer en prévisionnel, suivant la vitesse, parfois ça prend en compte le trafic, et cetera. C'est très, très bien fait, hein, franchement. Heu et ça vous dit, voilà, vous allez arriver par exemple à 20 de batterie. Parfois, vous en avez pas. Voilà, ça dépend. Notamment les citadines n'en ont pas. Et là, c'est ABRP, votre meilleur ami, A Better Route Planner. C'est une application, c'est un site web, donc Android, iOS, tout ça. C'est vraiment pas mal. Honnêtement, ABRP parfois est même plus précis que mon propre préconditionnement, mon propre ordinateur de bord, si vous voulez, dans la voiture. Pourtant, on est chez Tesla, c'est censé être super bien fait. Bah, même chez Tesla, quelqu'un d'autre fait mieux. Voilà, donc ABRP, je le regarde une fois de temps en temps quand je fais des longs trajets. Ça va notamment être le cas quand je vais faire, 3 semaines de road trip. Voilà, à travers l'Europe avec la voiture. Je pourrais éventuellement vous faire un petit débrief si ça vous intéresse, avec toutes les galères qui pourraient venir. Normalement, ça devrait aller, mais on ne sait jamais. Et donc je vous parle bien ici de préconditionnement de batterie. Si vous ne pouvez pas préconditionner, partir en vacances, ça va être lourd, très lourd. Heu 30 minutes, en vrai, c'est bien pour recharger. La plupart du temps, par exemple, j'ai pas le temps de finir mon déjeuner à l'hôtel ou au restaurant ou quoi que ce soit. Par contre, si vous commencez à mettre 1 heure et demie pour charger, qu'il y a pas de pause repas, ça peut devenir un petit peu compliqué. Donc, le choix de la voiture est plus important qu'en thermique. Voilà, c'est pas juste on remet du plein d'essence et on se casse. Donc, je vous avais promis un tableau Excel avec plein d'infos.
Et ben là, vous allez en manger des infos. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on va commencer, par un gros tableau Excel. Voilà, j'aime bien les tableaux Excel. Donc le lieu de recharge, bon, vous l'avez compris, la maison, le travail, les infrastructures publiques, et éventuellement alors, infrastructures publiques DC, sous-entendu les superchargeurs, n'est-ce pas? Vous allez avoir le moyen de recharge. Alors, comme je vous disais, à la maison, ça va être un câble, que vous allez brancher sur les prises domestiques, 230 volts, que j'ai appelé câble mobile. Navré, hein, je vous ai mis les petits astérisques, vous verrez, il y en a quelques-uns. Heu, c'est notamment, heu, comme ça qu'il est appelé chez Tesla. Après, je sais pas pour tous les autres constructeurs. Ça peut être du T2 par exemple, vers, 230 volts et cetera, ça dépend vraiment. Vous avez également les bornes domestiques que vous pouvez avoir à la maison en 11 ou 22 kilowatts la plupart du temps. 7,4 également existent. C'est des bornes qui vont vous permettre de vous recharger en courant alternatif, que ce soit au travail et cetera. Ça va mettre quelques heures, vous allez le voir. Et donc, j'ai loupé un truc, oui voilà, la borne 22 kilowatts pardon, c'est seulement si votre voiture l'accepte. La plupart des voitures aujourd'hui, c'est du 11 kilowatts, la mienne par exemple, c'est du 11. Si je me branche à une borne de 22 kilowatts, ah c'est cool, hein, on va me proposer 22, mais on va en avaler que 11. Donc en fait, ça va être une borne 11 kilos et vous allez juste la payer plus cher pour rien. Voilà. Ça dépend de ce que vous avez, de l'évolution de la technologie, de plein de choses comme ça. Le temps, justement, on en parlait, donc le câble mobile, faut compter à peu près 15 à 20 heures pour un 20 à 80. Pourquoi c'est important? Le 20 à 80, ça représente donc, si vous êtes bon en maths, 60 de la capacité de votre batterie et c'est entre ces 2 valeurs que vous allez recharger votre voiture à 95 du temps. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup moins de temps. Quand vous faites un 20-80, ça vous prend autant de temps que de faire 80 à 100. Donc, perdez pas votre temps et rechargez votre batterie entre 20 et 80, ce sera très bien. Juste avant de partir en vacances, rechargez-la à 100, vous gagnez 20 d'autonomie, c'est parfait. Après, pour une 11 kilowatts, on va être plutôt sur du 3 heures et demie à peu près de recharge, en termes de temps, pour du 20 à 80, je précise encore. Et donc, qui dit 11 kilowatts, 22 kilowatts, on redivise par 2, donc à peu près 1 heure et demie à 2 heures. Suivant la courbe de recharge de votre véhicule toujours, même si ça affecte beaucoup moins en alternatif qu'en courant continu. Et donc en courant continu, 15 minutes pour les modèles les plus efficients, notamment quelques modèles chinois. Kia aussi est très bon là-dessus. Et puis alors bon, par contre, quelques voitures un peu plus anciennes que vous pourriez trouver d'occasion, par exemple, voire, certains véhicules qui sont toujours vendus comme ça, ou sans préconditionnement, vous pouvez taper dans les une bonne heure, quoi. Voilà. Donc je vous parlais du 20-80, vous avez l'équivalent ici pour 20 à 100. C'est un peu plus long forcément, quasiment x2 à chaque fois. Donc prenez ça en compte lorsque vous rechargez, voilà. Faites les choses de manière efficace, plutôt que de les faire, comme un plein d'essence, hein. On appuie sur la manette jusqu'à temps que ça clique. Bah, là, du coup, ce sera pas le cas, ça marche pas comme ça. C'est une petite différence entre le thermique et l'électrique. C'est un peu comme votre téléphone, typiquement. Mon téléphone, je le recharge toujours à 80 pour notamment préserver la batterie. Bah, là, c'est pareil. Donc, on va parler d'un truc qui devrait intéresser du monde, l'argent. L'argent, normalement, ça intéresse en général. C'est un bon vecteur de motivation. Donc, vecteur de motivation, 18 centimes, hein, on disait donc, pour la maison. C'est à peu près ça, c'est à peu près standard. Vous pouvez monter à 24 admettons, voire 30 pour le travail et vous allez par contre potentiellement monter jusqu'à 45 centimes, on va dire sur les infrastructures un peu plus publiques ou privées publiques, c'est-à-dire, par des, tout ce qui est Ziwatt et compagnie, notamment les bornes qui proposent à des entreprises de mettre ça dans leur parking, notamment les parkings des employeurs, les choses comme ça. Voilà, ça dépend des situations, mais tablez sur 45 centimes le kilowattheure. Le kilowatt, pardon. Même moi, je fais l'amalgame. Et donc sur autoroute, ça monte à 80-85 centimes, comme je vous disais. Bah oui, là par contre, le plein, il devient un peu cher. Voilà. Sachez qu'on vous vend ça en général, je me suis permis de vous mettre les petits coûts additionnels à côté parce que bon, ça mérite quand même un petit détour. Donc quand vous branchez en 230 volts chez vous, globalement, il n'y a pas vraiment de coût additionnel, juste faites attention à votre contrat sur votre puissance, apparente, les fameux kVA. Si vous êtes à 6 par exemple ou moins, ça risque de bloquer. La plupart des utilisateurs de VE qui le rechargent à la maison vont être plutôt sur du 9, voire plus, suivant ce qu'ils utilisent à la maison.
Notez également que potentiellement le câble dont je vous parlais là, le câble mobile, vous allez peut-être devoir l'acheter en option sur le véhicule. La valeur, moi, que je connais à peu près, c'est 200 balles. Voilà, pour 200 €, vous en avez un. Dans le pire des cas, ça vous sauvera la vie à un moment donné. Dans le meilleur des cas, vous pourrez l'utiliser le week-end, par exemple, pour recharger en très lent votre véhicule. Ça dépend complètement de votre usage ici. Donc pareil, hein, le contrat, en KVA, revient donc pour la maison, notamment, et je vous parlais d'une installation de borne. Bon, bah, voilà. Vous avez donc une installation de la borne, qui va vous coûter plus ou moins 1 000 €, on va dire, en 11 kilowatts, et plus ou moins 1 400 pour une 22 kilowatts. Voilà, ça dépend à quel point vous êtes pressé, j'ai envie de dire. Sachez que normalement une nuit normale fait plus de 4 heures. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc gaspillez peut-être pas forcément votre énergie et votre argent surtout, là-dedans. Voilà, avis personnel après. Et donc vous avez potentiellement besoin d'un petit abonnement à un réseau de recharge, éventuellement suivant si vous êtes sur des infrastructures publiques, par exemple, ils vont vous demander souvent une application. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé dans la présentation, mais pour vous recharger globalement, soit vous rechargez à la maison, et sur les réseaux, on va dire comme moi chez Tesla, ça va être assez, transparent. Donc vous aurez besoin de rien à part juste brancher la voiture. Vous pouvez avoir besoin d'une carte. Alors là, oui, j'ai oublié de vous la remonter, mais j'ai une carte ChargeMap, par exemple, dans ma voiture en cas de problème. Vous avez d'autres cartes qui existent, et puis vous avez aussi les applications mobiles. Voilà. Donc moi, typiquement, ça me donne des boutons, hein, d'avoir des applications en trop sur mon téléphone. Donc bon, bah, dans ces cas-là, j'apprécie pas trop. Voilà, mais ça existe. Sachez également qu'il y a une loi européenne qui est en train de passer, enfin qui est passée d'ailleurs, mais qui s'applique, dans 1 à 2 années, on va dire, 2027 je crois, heu, qui impose à toutes les personnes, enfin personnes morales, hein, toutes les entreprises, à installer un lecteur de carte bleue. Il est grand temps, hein, la voiture électrique n'existera jamais que depuis 15 ans pour, forcer les gens à utiliser donc, la fameuse carte bleue, voilà, qui est un moyen de paiement, tout à fait nouveau et extraordinaire. Heu et donc, je vous mets bien là entre parenthèses, avant crédit d'impôt, sachez qu'en ce moment, le crédit d'impôt est de 500 balles. Donc, vous faites un moins 500 globalement sur le retour sur investissement. Ce qui est pas mal, ce qui est plutôt intéressant, et donc, le fameux abonnement qui revient, dans les infrastructures publiques. Notamment, bon, Tesla, Ionity, Total Energy, Engie, enfin, bon, et tout le tintouin, quoi. Le coût d'une recharge. Donc, je vous ai dit, on fait surtout sur du 20-80. Si vraiment vous le voulez, j'ai fait un tableau Excel pour le reste. Voilà. Heu, Sachez que pour, 60 kilowatts de capacité nominale au niveau de la batterie, ce qui est à peu près moi mon cas, si je le rechargeais à la maison, ça me ferait à peu près 6,50 €. Pour 80 H 864, et un peu plus de 10 € pour 100 kilowatts, de batterie. Sachez que les voitures qui ont des grosses batteries ne sont pas nécessairement les plus efficientes. Donc ça, on en parlera un petit peu après, mais il peut y avoir une petite anguille sous roche ici. Donc là, je me suis permis de vous remettre les codes couleurs. Donc tout simplement, le vert, c'est pour 24 centimes, le orange, c'est pour 30 centimes le kilowattheure, et le rouge, du coup, c'est pour 45 centimes. Et donc là, vous avez tous les coûts associés, heu, que je vous laisse regarder. Et donc, comme je vous disais, ça peut monter un petit peu, le 20 à 80 peut vous commencer à vous coûter dans les 50 € pour 60, encore une fois, de 100 kilowatts. Donc pour 60 kilowatts, on retrouve le 51 €, à un prix de 85 centimes du coup. Voilà, donc ça commence à faire un petit plein d'essence quand même. Ça, on s'en approche. Même si bon, les 1,90 € du samplon 98, m'ont un peu, rassuré sur l'idée, récemment. Voilà. Heu, alors la voiture électrique idéale. Hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez là de ce que je vous montre ici? Heu, donc on est bien sur des SUV, des véhicules, relativement lourds, qui promettent des grosses performances, hein. Pour rappel, SUV, c'est, Sport Utility Vehicle, avec un superbe accent bien français à trancher au couteau. Et donc, vous avez, des exemples de multiples marques, hein, ici, parce que j'ai pas nécessairement, envie de vous influencer sur quoi que ce soit. Je vous ai même pas mis Tesla, vous voyez? Et pourtant. Et donc en fait, c'est des SUV, c'est des grosses voitures, c'est quelque chose de vraiment, enfin, c'est la nouvelle mode. Vous en voyez de plus en plus ces derniers temps.
Alors est-ce que ce serait pas la voiture idéale du futur? Bah, c'est bien nul les SUV. Alors, merci Frédéric. Non, s'il te plaît, passe. Ouais, voilà, passe la slide. Le joli déprimant avec la couleur Extia. Voilà. Moi, en tout cas, ça me déprime affreusement parce que bon, alors après, on peut pas se garer avec. Bon. Alors ça, par contre, Frédéric, c'est bien vrai. La meilleure voiture, c'est celle qu'on n'utilise pas. C'est vrai. Surtout quand on peut faire une centaine de vélos électriques avec. Euh, Après, on ne peut pas se garer avec, Elodie, oui et non. En fait, c'est que la taille des places de parking n'a pas évolué en même temps que l'automobile. Donc, les normes sont toujours les mêmes. Et donc, ça peut devenir un peu galère, quoi. Donc bon, écologiquement aberrant, ça jusque-là, je vous invente rien. Vous avez besoin de plus de matériaux, de plus de tonnes, en fait, ajoutées au véhicule. Donc, rien que sur le point de vue écologique, c'est aberrant. Donc, plus de matériaux, ce qui mène à un cercle vicieux, naturellement, que je vais vous détailler un petit peu après, qui est assez intéressant à voir. Et sachez également qu'en termes de sécurité, c'est moins bien. Alors pourquoi? Collision piétonne. Alors, je ne vous souhaite pas d'avoir déjà renversé quelqu'un en voiture. Ce serait très malvenu de ma part. Mais basiquement, quand vous avez le capot d'une citadine classique, je sais pas moi, Mercedes classe C, Tesla Model 3, BMW série 3, ce genre de choses, euh, fondamentalement, on vient vous casser, entre guillemets, les genoux. Ça se situe au niveau des jambes. Les jambes, ça va, c'est plus ou moins réparable en général et c'est loin d'être mortel en général. Voilà, surtout avec les zones 30, etc., les accidents mortels sont fortement réduits. Sachez toutefois que la collision piétonne avec un SUV, globalement, vous faites rouler dessus directement, vous passez en dessous de la voiture. Les chances de survie sont plus maigres, étonnamment. Le tonneau, bah, mécaniquement, votre centre de gravité est plus haut, donc la chance pour faire un tonneau est plus élevée. Et encore une fois, on en revient à ce fameux cercle vicieux. Xpeng, oui, alors ça, si tu veux, on pourra en parler un peu après la présentation. Je suis pas un grand fan des voitures chinoises de manière générale, mais après, voilà, c'est un point de vue purement personnel. Après, faut être honnête, vu qu'ils ont volé la plupart des brevets européens et américains, bizarrement, la voiture coûte moins cher à la fin. On va continuer. Donc le cercle vicieux, c'est très simple. Vous allez augmenter la taille du véhicule parce que les gens veulent des gros véhicules dans lesquels il y a de la place. Donc vous augmentez le poids. Une fois que vous avez augmenté le poids, vous êtes embêté, pardon, parce que vous avez besoin d'un plus gros moteur pour vous déplacer. C'est aussi pour ça que vous voyez des moteurs maintenant de 150, 200 chevaux, alors qu'avant, 80 chevaux et ça suffisait à peu près, même si on ramait un petit peu. Euh, alors allez vite et allez rapidement, vite, donc accélérez fort. Basiquement, c'est sympa. Vous allez me dire, oui, mais du coup, il faut s'arrêter. Le 0 à 100 est tout aussi important que le 100 à 0. Et donc, il faut des meilleurs freins, donc notamment les freins à disque qui sont popularisés aujourd'hui, fortement, à cause de ça notamment. Tout ça, ça forme une augmentation du coût, donc vous allez payer votre voiture plus cher, et donc on se met à la place de chacun. C'est pas drôle de payer sa voiture plus cher, surtout pour globalement se déplacer d'un point A à un point B pour la majorité des gens. Et ben du coup, on va rajouter des options pour vous faire passer la pilule, donc siège chauffant, massant, ventilé, dans les trucs de luxe. La Mercedes classe S faisait ça déjà il y a 10, 15, 20 ans. On va vous faire passer la pilule avec des choses un peu différentes, typiquement tout ce qui est Apple CarPlay, je crois. Oui, ça doit être ça, Android Auto, tout ça. Tout ce que j'ai. Alors moi, du coup, je l'ai pas, donc je suis pas un expert, mais fondamentalement, on vous donne beaucoup de ces choses-là. On vous donne le GPS intégré, les mises à jour, l'OTA, tout ça. Bon. Mais du coup, pour caser toutes ces options, bah, il faut augmenter la taille du véhicule. Surtout si vous ne voulez pas être aussi engoncé que dans une Renault 5, alors que votre véhicule fait la taille d'un BMW X5. Donc, bah, du coup, vous réaugmentez la taille du véhicule. Puis vous allez augmenter du coup le poids du véhicule, puis le moteur, puis le meilleur frein, etc. Et en fait, les constructeurs automobiles sont bien embêtés parce qu'ils ont fait le tour de ce truc-là 3, 4, 5, 6 fois. Euh, c'est un peu embêtant. Et donc, à un moment, ils disent juste stop. Et donc, vous avez de la sécurité potentiellement qui passe un peu à la trappe, etc. Et donc, voilà le cercle vicieux dont je tenais à vous parler parce que c'est super intéressant à mes yeux. Peut-être qu'au mien, mais en tout cas, pour moi, c'est bon à prendre en compte. Et là, je suis en retard sur ma présentation.
Ouh là, ouais, 13 en retard, va falloir que j'accélère fortement. Désolé Nathalie, me tue pas s'il te plaît. Donc la faute à qui? Bon, bah, les constructeurs parce qu'ils le font, les consommateurs parce qu'ils achètent et les organismes normatifs parce qu'ils ne normalisent pas grand-chose. Ouais, en fait, c'est ça. C'est exactement ça, Élodie. Comment résoudre les problèmes? Bon, bah, si vous êtes, gentil, vous allez sensibiliser, vous allez légiférer, si vous appelez globalement l'Europe, l'Amérique et cetera. Si vous êtes la France, vous allez taxer et ça, ils le font, mais bien comme il faut, mais pas encore assez sur les SUV. C'est en train d'arriver notamment, bon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas avec, l'impulsion d'Hidalgo et donc l'objectif pour moi final, c'est vraiment de réorienter le marché parce que finalement, c'est pas très positif ça, au final. Voilà. Oh tiens, j'ai eu un petit décalage là. Donc la voiture électrique, et bah, il faut une voiture basse, voilà, n'en déplaise à certains. Pour avoir ce qu'on appelle un CX plus faible, donc une résistance à l'air, bien inférieure, plus de sécurité forcément et une meilleure tenue de route parce que forcément quand vous avez une voiture électrique, il faut savoir que la batterie en fait est sous le plancher et donc vous conduisez un kart. Croyez bien que moi je m'amuse bien. Il faut aussi considérer, là, ce que je vous avais dit, une voiture, un usage, bah, ça, il va peut-être falloir l'optimiser selon les usages de chacun. Pas trop, parce que sinon personne n'achètera vos voitures, mais un peu plus que maintenant, et je pense que les gens achèteront quand même. Heu, merci, hésitez surtout pas pour les questions. Voilà, pour remettre, en avant, ce que l'équipe communauté, vous écrit. Et donc en fait, tout revient à l'aérodynamisme et c'est d'ailleurs aussi pour ça que les voitures deviennent un petit peu similaires à chaque fois, de constructeur en constructeur et d'année en année parce qu'en fait, il faut aller chercher ce qu'on appelle le meilleur CX et donc vous allez, passer par des souffleries qui vont abîmer votre design, donc la volonté artistique derrière et du coup, voilà, on arrive à ça. Limiter la surenchère, hein, je vous parlais des options notamment pour faire plus de place, plus de poids et cetera. Bon, bah, voilà, limiter le poids des véhicules, que ce soit, gentiment ou plus méchamment, ça peut être une bonne piste à avoir et recharger peut-être plus rapidement plutôt que d'avoir une plus grosse batterie. L'optimisation, actuellement, on considère qu'une bonne voiture électrique, c'est 400 à 500 kilomètres d'autonomie. Au-dessus, c'est un peu je vais pas aller dire que c'est stupide, mais au-dessus, c'est peut-être un peu dommage. Voilà, parce que vous allez trimballer, en fait, le poids de la batterie, alors que vous en aurez peut-être besoin que 2 semaines dans l'année pour partir en vacances. Voilà, donc autant perdre, 10 minutes de plus, à la recharge et donc plutôt privilégier, bah, les recharges rapides. Et donc là, ça va peut-être pas plaire à grand monde, mais peut-être que partager la voiture au final, c'est une solution parce que, comme disait, alors je sais plus si c'est pas Laurent ou Frédéric, mais une bonne voiture en fait, c'est une voiture qui n'est pas produite. Donc limiter le parc automobile au final, voilà. Et avec, le capitalisme et l'ubérisation, on est en plein dedans, voilà. Après, il faut aussi limiter les coûts parce que sinon c'est pas intéressant et tout le monde voudra juste sa voiture. Donc le bilan écologique, bon, bah, il faut fabriquer le véhicule, hein, donc clairement, la fabrication du véhicule, ça coûte cher et même en termes écologiques, là, une voiture électrique, ça coûte cher donc désolé Laurent. Heu, donc l'idée, c'est très simple, c'est qu'en France, on va considérer qu'une voiture électrique devient plus intéressante écologiquement à équivalence avec une thermique, à partir des 50 à 80 000 kilomètres suivant les études, suivant les tests que j'ai pu lire. Comptez plutôt 80 000 parce que là 50 000 me paraissait un petit peu optimiste. Mais en fait, 80 000 en voiture électrique, c'est pas grand-chose au final, vu que franchement, ça tient bien le choc dans le temps, suivant encore une fois les marques, les modèles et compagnie. Durant la durée de vie du véhicule, bon, bah, voilà, hein, si vous pompez que de l'énergie, nucléaire, ça va plutôt bien se passer. Vous allez pas beaucoup polluer finalement. Par contre, ça dépend forcément de là où vous êtes. En France, on a un parc nucléaire, c'est plutôt sympa. Au Canada, ils ont les barrages hydrauliques. Alors ça, c'est le top du top, hein, ça coûte vraiment pas cher et en plus, bah, vous polluez rien, en fait. Donc le Canada là-dessus, ils sont vraiment à fond dedans et ils ont raison d'y aller. Si vous allez en Chine avec toutes les usines, notamment, bah, via du fossile, en fait, bah, là, ça devient moins intéressant pour la planète, basiquement. Il faut compter aussi le remplacement des pièces défaillantes et notamment de la batterie. Forcément, c'est la batterie qui pollue le plus dans un véhicule aujourd'hui. Heu, bon, bah, il faut compter le remplacement, de toute façon, c'est toujours mieux de réparer que de racheter et de refaire à zéro. Donc voilà, je veux dire, il y a pas grand-chose à dire là-dessus. Petit point par contre sur le recyclage. Vous l'avez compris, recyclage des moteurs avec ou sans terres rares, donc ça dépendra des cas.
C'est pas trop mal, on sait plutôt bien faire. Les batteries, il faut savoir un truc, c'est qu'on sait, attention, on sait recycler 95 heu, aujourd'hui des composants de toutes les batteries. On sait le faire, mais on le fait pas. Pourquoi? Parce que la plupart des batteries, notamment LFP, sont faites avec des composants qui ne coûtent pas cher. Ce qui ne coûte pas cher, du coup, est cher à recycler de toute façon, hein, le recyclage, ça coûte cher. Donc en fait, personne ne le fait. Désolé. Voilà, c'est un peu le résumé, on pourra faire un truc spécifique là-dessus, mais le résumé globalement, c'est ça. Économiquement, c'est un peu plus cher, les véhicules électriques, même si ça a tendance à s'inverser. Pourquoi? Parce que notre cher gouvernement, notamment français, met des malus écologiques, aux véhicules thermiques neufs, par contre met des bonus écologiques aux véhicules électriques et n'en met plus pour les hybrides, pour info. Heu, donc ils sont en train de réduire les bonus. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de gens qui achètent du thermique, donc les malus, en fait, ne permettent pas de financer. C'est de l'autofinance, hein, on compte sur les pollueurs pour financer les moins pollueurs, en quelque sorte. Donc voilà, c'est ça reste cher. De toute façon, c'est un véhicule neuf, hein, donc un véhicule neuf, ça coûte cher. Vous aurez par contre des plutôt bonnes, occasions, ces derniers temps, qui commencent à arriver sur le marché et qui valent plutôt bien le coup. La durée de vie du véhicule. Donc, c'est très simple. Vous avez la recharge qui est très économique, à part pour partir en vacances où là, ça peut devenir un petit peu cher si vous prenez l'autoroute, globalement et que vous voulez pas en sortir. Les révisions, alors ça dépend des constructeurs. Je suis chez Tesla, donc pour moi, c'est un avantage parce qu'en fait, j'ai pas besoin de faire réviser la voiture. Alors je le fais forcément, mais voilà. Les autres, constructeurs vont vous proposer, pour info, des révisions obligatoires pour maintenir la garantie. Elles sont censées être un peu moins chères que sur les thermiques. Voilà. Après, je suis pas chez un autre constructeur, donc je vous avoue que j'ai pas tout à fait l'info. À vous de vous renseigner si vous comptez en acheter une. Après vous avez un truc qui est trop bien, c'est les garages type Revolt, hein. C'est des garages, tiers qui développent une expertise, et qui donc vont pouvoir vous aider à réparer votre voiture ou vous la réparer. C'est notamment côté Grand Ouest, ça, actuellement. Et donc la fiabilité, eh ben, ça dépend des véhicules. A priori, bon, Tesla est en tête, mais ça si je vous dis que c'est pas étonnant, vous allez me prendre pour un pro Tesla et Mercedes, c'est pas si fou que ça en ce moment, a priori. Démontage, véhicule, batterie trop intégrée et cetera. Oui, alors ça dépend. Faut savoir qu'une batterie, pour info, Frédéric et les autres, hein, c'est 50 surtout de protection de la batterie, en fait. Donc vous avez des plaques, si vous voulez, pour, préserver la batterie et les cellules, hein, pour éviter que ça flambe, pour éviter qu'il y ait des fuites, pour éviter, pendant les chocs notamment, si votre, voiture dans un parking vient, racler par exemple contre le sol et cetera, si c'est bas, eh bien, fondamentalement, vous avez en termes de poids de batterie, hein, j'entends, vous avez plusieurs, centaines de kilos potentiellement sur la protection et non pas sur la batterie en elle-même. Et ça permet également de rigidifier la caisse du véhicule, pour info. À la revente, bon, le maintien de la cote, ça reste une question. Donc là, ça dépend complètement des véhicules. Forcément, les véhicules qui existent depuis plus longtemps, qui ont une bonne fiabilité depuis longtemps, Tesla, se maintiennent bien. Par contre, c'est clair que vous trouvez des Audi, par exemple, les dernières Audi là, avec des petites batteries qui sont assez, reniées par le public. Bon, là, vous allez les toucher à vraiment pas cher par rapport à ce que c'est. La décote est folle. Voilà, donc c'est peut-être une bonne chose, par contre, à acheter en électrique pour une voiture du quotidien. Bon, ça reste gros, hein, c'est des Audi, mais voilà. Et donc le marché de l'occasion est plutôt intéressant et faudrait qu'on en parle, mais là, il y aura pas trop le temps. Mais sachez que les concessions automobiles vont devoir évoluer, puisque là, ça fait un moment que les voitures neuves sont au top du top, hein, parce qu'on avance énormément. Et là, ces temps-ci, on a tendance à ralentir et donc l'occasion devient plus intéressante. Et donc, si certaines concessions veulent survivre, il faudra faire dans l'occasion la réparation, l'aide aux personnes, en fait. Et donc, il faudra changer vraiment la façon de voir la concession automobile pour se réadapter au nouveau marché, mais ça, je vous rassure, c'était déjà le cas il y a quelques années. Ils sont censés déjà savoir le faire. Juste, c'est de l'électrique, alors il va falloir former les gens et donc débloquer des budgets formation avant que la concession ne coule, par exemple. S'il te plaît? Non, tu veux pas passer? OK. Et donc, social et sociétal. Donc, à l'achat, ça reste un prix élevé, qui reste un peu contraire, on va dire, à l'objectif de démocratisation. Comme je vous disais, l'objectif, c'est quand même de réduire le parc de véhicules, notamment en France, mais dans le monde, on va espérer. Ça veut dire que ça va peut-être pas être très démocratisé au final, les premières voitures à 20-25 000 vont arriver, mais pas avant 2-3 ans.
Les occasions commencent à devenir intéressantes, mais ça reste quand même un investissement comparé à une vieille thermique, d'il y a 20 ans, qui coûte, 4 000 balles. Donc forcément, l'objectif est pas nécessairement la démocratisation, in fine, et les aides écologiques et malus, commencent à se réduire et cetera. Donc tout ça est en train de s'équilibrer doucement, mais je suis pas persuadé de pouvoir vous garantir que tout le monde aura encore une voiture dans quelques années ou quelques dizaines d'années. Le modèle va changer en tout cas. Dans l'idée de changement également, la vignette critère. C'est une vignette, pour ceux qui ne savent pas, que vous posez en fait au niveau du pare-brise et qui vous permettent d'accéder aux plus grandes métropoles, je crois de 150 000 habitants en France. À côté de chez moi, il y a Tours notamment qui l'instaure à titre pédagogique pour quelques mois, je crois 18 mois au total. Voilà, donc vous devez entre guillemets «prouver» non pas que votre véhicule ne pollue pas, parce que ce n'est pas la question, mais qu'elle n'est pas nocive pour les personnes. Il y a une différence entre les particules fines et le CO2. Il faut savoir que le diesel typiquement pollue moins, mais a beaucoup de particules fines qui sont dangereuses pour la santé puisqu'elles ne sont pas filtrées en amont des poumons. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont installé le critère. Mais bon, forcément, s'ils l'ont pas bien expliqué, personne comprend et donc tout le monde râle. L'idée est pas mauvaise au final, mais encore une fois, si vous habitez en ville, que vous n'avez pas le budget d'acheter une voiture électrique ou une voiture assez récente, bah, ça vous met un peu de côté et donc vous avez tendance à ne peut-être plus avoir de voiture, vous mettre en bon, disons que côté sociétal et social, c'est pas forcément le top. Et donc je vous ai parlé, de ça aussi. Révolt, je vous en ai parlé, j'essaie d'accélérer. Le recyclage, comme je vous ai dit, par contre, va créer des jobs, en fait, et ça, c'est plutôt cool. On va en tuer, ça, c'est clair. Dans toute évolution technologique, on va tuer de l'emploi. On va en créer derrière. Est-ce qu'on va en créer autant, plus, moins? Bon, bah, ça dépend complètement du sujet. Mais on a plutôt des bonnes nouvelles potentiellement et un peu d'espoir sur le sujet, à avoir. La conclusion, alors j'aime bien ce mot-là, la technologie disruptive. Ouh là là. Oui, c'est ça, Laurent. Merci, d'avoir cité Lavoisier. Excellent. Voilà. En tant que physicien, ça me va bien. Hem, donc, faut voir, l'arrivée de l'électrique, en fait, comme étant assez disruptive dans la mesure où on n'en avait pas trop entendu parler depuis 1900, en fait. Le fameux historique que je vous ai fait, hein. Le thermique a vraiment tout écrasé et à l'époque, en fait, on justifiait le thermique comme étant plus écologique pour la planète que les chevaux. Je vous inviterai à regarder, cette histoire-là. Notamment à New York où ils avaient des piles de crottin par exemple, c'était plus possible, en termes de propreté notamment, et donc ils ont encouragé les gens à acheter, bah, du thermique, qui pollue du coup pour nous, nos standards actuels bien, et en fait ça s'est bien fait, tout le monde a adopté le thermique au bout d'un moment. Voilà, c'est des cycles qui se répètent, au final le sujet reste, similaire, c'est juste le produit qui change en fait. Le bilan économique, écologique, social, sociétal, il est encourageant parce qu'on sait faire des choses. Par contre, on le fait pas pour des questions notamment de coûts. Et là, on va espérer que les Français, notamment du côté de Douai, avec leurs usines, vont faire des choses. Voilà, fierté française avant tout, n'est-ce pas? Heu, voilà pour ça. Il faut savoir qu'il y a quand même des évolutions technologiques en attente, notamment les batteries solides. Le CEA notamment bosse dessus, donc c'est pour recharger plus vite, hein. Il y a un liquide, hein, dans les batteries actuelles. Si vous faites des batteries solides, normalement, vous pouvez les recharger en 5-10 minutes a priori d'après les chercheurs. Donc ouais, ouais, allez-y. Si ça prend autant de temps qu'un plein, il y aura plus personne qui voudra aller à la pompe, en fait. Hem Les architectures, donc là, je vous parle de l'architecture 800 volts, c'est vrai que je vous en ai pas parlé avant. La plupart des véhicules aujourd'hui sont à 400 volts, heu, pour, bah, toute la partie, puissance, on va dire, hein, la motorisation, la batterie. Plus vous montez la tension, moins vous avez besoin de câbles, nécessairement, moins vous avez de pertes. C'est une belle optimisation, également en termes de poids, donc c'est intéressant, et donc les consommations, il faut optimiser absolument les consommations sur les véhicules parce que autant j'ai un véhicule qui est plutôt, très, très efficient, l'un des plus efficients d'ailleurs qui existe. Autant il y en a d'autres, pour vous donner une idée, hein, je consomme 14 kWh au 100 kilomètres, ce qui est, vraiment très bon pour une routière. Vous pouvez monter à 30 avec une Lotus, alors c'est pas Elise du coup, c'est Electa, je crois, un truc comme ça. La grosse Lotus en fait électrique, de luxe. Voilà, vous montez à 30 kWh sur autoroute, basiquement. Donc il y a des efforts à faire sur l'optimisation. Encore une fois, ça reste un SUV, donc forcément ça consomme plus. On en revient au même problème. Et donc, un changement des habitudes, je vous le disais, hein, pour partir en vacances, il va falloir accepter de s'arrêter un peu toutes les 2 heures globalement, ce qui est pas forcément une mauvaise chose, hein, pour la sécurité routière, mais je comprends que ça puisse en embêter certains qui aiment bien faire, France-Espagne en 10 heures ou France-Portugal en 10 heures. Voilà, et de taper les chronos. Bon, bah, désolé, hein, mais la bonne vieille époque de la série 5, qui fait 1 200 bornes, elle est un peu révolue, quoi. Surtout avec ce type de technologie.
et donc une influence aussi sur notre vision du temps. Heu, le voyage, en fait, va commencer à reprendre un peu d'importance, au moins en profiter autant que la destination. Par contre, c'est un peu en opposition avec nos usages actuels, hein, l'utilisation d'internet, le tout de suite, avec Uber, avec Amazon et cetera. C'est vraiment, un monde assez, opposé au final dans lequel on va vivre et ça risque d'être intéressant.